Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Accès Direct. Accès Direct, vous le savez, c'est votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le mardi 8 janvier 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, focus sur la station de Châtel avec Jean-François Vuarant, le directeur de l'Office de tourisme. Pour la rubrique Un jour une station, je recevrai un champion olympique de descente qui a parfaitement réussi sa reconversion. Antoine Denaria répondra à mes questions et nous parlerons de France Bénévolat pour la rubrique Initiative. Mais avant toutes ces réjouissances, vous en avez désormais l'habitude, l'heure des titres du journal avec Victoria. Salut Victoria. Salut Seb. Bonne année. Bonne année à toi. Alors pour ce soir dans le journal, un premier bilan en demi-teinte pour les cahiers de doléances ouverts aux citoyens. Oui, effectivement, ces cahiers de doléances qui ont été ouverts début décembre et qui doivent servir dans ce contexte de contestation sociale à la grande consultation nationale initiée par le gouvernement. On rencontrera deux maires de Savoie et de Haute-Savoie dans le journal. Et puis un reportage de Jean-Paul Crespi sur une entreprise genevoise qui a mis au point des bouteilles de thé biodégradables. C'est l'entreprise Vitalet, donc, qui est spécialisée dans les thés artisanaux. Et depuis 6 mois, elle se met donc aux bouteilles biodégradables qui sont réalisées à partir de canne à sucre. Et elles sont 100% biodégradables, compostables. Et puis on va enchaîner avec notre revue de presse quotidienne. On commence avec la galette des rois. Une galette des rois un petit peu hors du temps, on va dire du côté du Grand Bornand qui s'est régalé. Une galette des rois, surtout XXL, 1,75 m, c'est le diamètre de cette galette fabriquée donc lundi au Grand Bornand. Nos confrères du Dauphiné ont publié des photos et un article sur la galette donc, de Bruno Bétan, boulanger dans le village des Aravis. Il a ainsi réalisé une des plus grandes galettes de France. Elle a été entièrement mangée. Plus de 300 parts ont été distribuées à l'occasion du pot d'accueil traditionnel organisé par la station chaque semaine. La galette a en plus servi une bonne cause puisque pour la déguster, il fallait verser une petite participation. Et tous ces gestes ont été reversés au Secours populaire de Thônes. Bruno Bétan, le boulanger, n'en était pas à son coup d'essai puisque cela fait 20 ans qu'il élabore chaque année une galette géante et il lui aura fallu cette année 15 kilos de pâte feuilletée, rien que ça. Camille dans l'oreille me demande si tu sais s'il y avait plusieurs fèves. Ah, alors on imagine, 300 parts, j'espère qu'il y avait plusieurs fèves. Après les deux du stade, voici les Yétis du stade. Oui, donc ce soir, pour ma première intervention de 2019, tu l'as constaté Sébastien, j'ai choisi des infos plutôt légères. Ma deuxième info, c'est une info pratique puisqu'il s'agit d'un calendrier. Je ne te cache pas aussi que c'est une info pour le plaisir des yeux. France 3 Alpes a réalisé hier un sujet sur donc, les hockeyeurs du club Mont-Blanc. L'équipe est en D1, elle représente les villages de Saint-Gervais et de Megève. Et les Yétis, c'est leur nom, ont eu la bonne idée de se prendre effectivement pour les dieux du stade. Ils ont réalisé pour la 2e année consécutive ce calendrier en posant, je cite, dans le plus simple appareil. Le calendrier vient de sortir, il a été tiré à 250 exemplaires et il doit servir à faire connaître évidemment l'équipe de hockey sur glace, mais aussi à apporter des fonds au club. Côté sportif, tout de même un mot, les Yétis ont remporté leur dernier match le 5 janvier face à Briançon et ils sont 12e au classement de Division 1. Seb, tu nous parles d'un sauvetage assez impressionnant. Oui, des images très impressionnantes qui font actuellement le buzz. France 2 a même ouvert son journal de 13h ce mardi avec ces images d'un sauvetage des hommes du peloton de gendarmerie de haute montagne de Chamonix. Un sauvetage qui a eu lieu le 2 janvier dernier. Un participant d'une sortie en ski de randonnée s'est gravement blessé au genou dans le massif du Givre, dans un endroit très escarpé. Les sauveteurs n'ont pas eu d'autre moyen que de l'évacuer en hélicoptère. La suite en images. Des images qui permettent de se rendre compte du côté virtuose du pilote de l'hélicoptère qui a utilisé la technique dite de l'appui patin. C'est très impressionnant, effectivement. Et puis une actualité économique chez nos voisins suisses. Oui, un chiffre que la France pourrait envier. Le taux de chômage n'a jamais été aussi bas en Suisse depuis 10 ans. En 2018, le taux de sans-emploi est de 2,6% contre 3,2% en 2017, vient d'annoncer le secrétariat à l'économie. En tout, ce sont 118 103 personnes en moyenne qui étaient inscrites auprès des offices régionaux de placement, qui sont à peu près l'équivalent de Pôle emploi. Donc c'est une très bonne nouvelle pour nos voisins suisses. Du côté de la Suisse, tout va bien. Merci Victoria, on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Allez, place à mon premier invité pour Un jour une station. Je vous en prie, monsieur Jean-François Vuarant.
Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Vous êtes le de- directeur de Châtel Tourisme. Alors, on a plein de choses à dire. Alors, Châtel fait partie, on le rappelle, des Portes du Soleil, en plein cœur de la vallée d'Abondance. La situation géographique entre France et Suisse, elle est idyllique? Oui, absolument. Effectivement, d'ailleurs, on a un slogan publicitaire qui est le suivant, Châtel, la plus suisse des stations françaises. On est à la frontière avec tout ce que ça a comporté pendant de nombreuses années. La contrebande, par exemple, qui a fait partie de la vie des grandes périodes. Et puis aujourd'hui, le domaine skiable des Portes du Soleil, franco-suisse. On achète un forfait chez vous, on peut aller skier en Suisse. Absolument. C'est aussi ça une des forces. Oui, c'est 12 stations reliées, les stations suisses et les stations françaises. Châtel est à la frontière, comme on l'évoquait il y a quelques secondes. Et une partie du domaine skiable en amont du centre du village nous relie directement à la station suisse et voisine de Morgin. Et puis Torgon, juste un petit peu plus bas, la chapelle d'Abondance, dans cette vallée, avec Abondance qui fait partie des Portes du Soleil. Et sur une autre partie du domaine skiable, c'est la liaison directe avec la station d'Avoria. Voilà, à peu près 600 km de piste, 12 stations, on fait le tour, allez, on va dire, pas toutes les pistes en une seule journée. J'imagine. Et pas sûr sur le séjour d'une semaine non plus. Alors, nous sommes le 8 janvier. Quel bilan tirez-vous de ces vacances de Noël du côté de Châtel? C'est un bilan très très positif. Tout d'abord, la première semaine de vacances dite celle de Noël et puis celle du Nouvel An. Alors pour la première, effectivement, ce sont des vacances familiales. On vient là pour l'ambiance blanche, ce qui était le cas aussi, puisqu'il y avait 100% de skiabilité sur la station elle-même, et puis les féeries de Noël pour les enfants, les spectacles. Et puis la seconde du Nouvel An, hein, qu'on vient de terminer, et commencer la nouvelle année sous les meilleurs auspices, toujours avec de la neige, un ciel bleu-azur, des températures hivernales, et beaucoup de monde, beaucoup d'activités, d'animation, un public conquis et ravi. C'est un bon cru ce début 2019 et cette saison 18-19. Justement, au niveau de l'enneigement, vous avez été plutôt épargné là-haut? Oui, pour deux raisons. D'abord, aujourd'hui, je crois que la plupart des stations ne peuvent pas que compter sur la neige naturelle et il faut de la neige de culture. À cet égard, on est organisé depuis de nombreuses années avec des retenues collinaires, avec des installations de dernière génération. Donc on a pu produire de la neige parce que les températures extérieures le permettaient. Donc on a produit beaucoup de neige, on a pu enneiger l'ensemble du domaine. Et puis il est tombé aussi de la neige naturelle. Elle a pu être conservée aussi parce que les températures plutôt fraîches l'ont permis. Donc voilà, c'est du bon ski, on en annonce, il neige même en ce moment. C'est bien. Alors chez vous, l'offre est très diversifiée, hein. Donc il y a du ski alpin, du ski nordique, du snowboard et plusieurs autres disciplines de la glisse. C'est important d'avoir un panel assez large. Oui, il faut répondre à toutes les demandes. Donc l'offre est ainsi organisée. On a besoin effectivement de présenter, d'enseigner, de proposer toutes les glisses. Pour ce faire, il faut évidemment des professionnels sur le terrain qui puissent répondre à ces demandes, d'une part, et d'autre part, il faut aussi que le domaine skiable soit organisé pour accueillir ces différentes glisses. On a des snowparks, on a évidemment des stades de slalom pour les compétitions, on peut exprimer voilà, les glisses que vous venez de citer. Et puis, il y a d'autres glisses qui se font aussi en parallèle de la glisse à proprement dit sur le domaine skiable. Je pense au Youner, je pense au airboard, à toutes ces dites, entre guillemets, nouvelles glisses, mais périphériques, et qui se font en après-ski, qui sont très appréciées, et qui est une offre voilà, existante en 360 degrés. Alors parmi les nouveautés, un centre réservé aux enfants, centre de loisirs réservé aux enfants. Absolument. Il est situé dans un contexte d'activité, de bien-être, ludique. C'est le centre Forme d'eau où on propose des massages, évidemment de la natation, du bien-être et toutes ces installations. Et contigu à cet espace-là vient d'ouvrir un parc pour les enfants. Le parc qui se nomme C'est l'Aventure, et c'est l'aventure pour les tout petits, qui peut être privatisé par exemple pour des anniversaires, qui peut bien évidemment répondre à la demande des familles. On est aussi labellisé Famille Plus, donc les clientèles avec des enfants en bas âge ou qui ne sont pas forcément au ski ou qui ne skient pas toute la journée.
eh bien, peuvent profiter de cet environnement et qui est à la couleur, à la taille des enfants. L'année qui vient de s'écouler a été aussi marquée par un gros chantier, le remplacement du télésiège de Pierre Longue, qui vous assure désormais un débit beaucoup plus important. Oui, c'est un débit beaucoup plus Télésiège qui sera important. inauguré le 11 janvier. Pardon ? Télésiège qui sera inauguré le 11 janvier. Absolument. Ce vendredi à partir de 11 h avec des animations, des activités, voilà, et de la glisse. Il est au cœur du domaine skiable de Châtel. C'était un télésiège 4 places débrayables. On est passé à 6 places avec les dernières technologies aussi des constructeurs, plus de confort, plus de sécurité et plus vite et plus haut. Trois gros événements, j'ai choisi trois gros événements qui vont rythmer la saison. Les neiges étoilées, l'Alpine Snowbike Tour et le snowball. Oui. On commence par les neiges étoilées, qu'on Si connaît. vous voulez. 7e édition, festival de la gastronomie. La gastronomie, elle est omniprésente, évidemment, par le savoir-faire des restaurateurs sur la station et puis aussi des producteurs, parce que on est dans cette vallée d'abondance qui porte le nom d'une race, la race d'abondance. On fabrique le fromage d'abondance. Donc, c'est évidemment raccord avec ce que le client peut trouver sur le terrain. On aura un parrain de cette 7e édition, un grand parrain, c'est Philippe Rigolo, qui est sur Annecy même, pâtissier, meilleur ouvrier de France, champion du monde et beaucoup d'autres titres. Et il sera accompagné de nombreux professionnels aussi, du milieu de la cuisine et du milieu de la pâtisserie des desserts. Donc c'est un bon moment à partager, évidemment, avec une soirée de gala et des ateliers, des cours de cuisine. On peut tout retrouver, évidemment, avec précision sur cette thématique sur le site de la station. Un mot rapidement sur l'Alpine Snowbike Tour. L'Alpine Snowbike Tour. Là aussi, du gros spectacle. Oui, du spectacle. Et puis c'est aussi une compétition singulière puisque c'est du VTT sur neige. Généralement, on trouve plutôt ce genre de machine l'été dans les bike parks et autres pistes faites pour ces engins-là. C'est la première édition, effectivement, de compétition de VTT sur neige sous la couverture de l'UCI. Donc, c'est pris très gage de qualité. Et puis on termine avec le snowball, compétition tournoi international de football américain sur neige, une première. Absolument. Avec nos partenaires, c'est le club des Black Panthers voilà, qui sont de Thonon. Nous sommes partenaires aussi à l'année et à leur côté. Donc ils viennent aussi démocratiser, on va dire, auprès du grand public ce sport qui est aussi singulier, peut-être pas très connu en France. Mais nous aurons 4 équipes sur la place de l'église qui vont se confronter dans la neige. Et c'est une bonne occasion de présenter le football américain en plein cœur de la saison, en plein cœur du village. Et là aussi, il y aura des surprises, des activités, des animations. Et on va toucher le jeune public. C'est un des objectifs à atteindre aussi. Et pourquoi pas faire naître de nouvelles vocations ou passions. Merci beaucoup, Jean-François. Merci beaucoup. Très très bonne saison à vous. À vous aussi. Je vous invite à rejoindre la régie. Bonsoir, merci. Et on passe au choix de la rédac avec ce soir un champion olympique de descente, Monsieur Antoine Deneria, sacré en 2006. Bonjour. Bonjour. Bonsoir. Bonsoir. Alors je rappelle, pour ceux qui ne vous connaissent pas, ça existe peut-être des gens. Vous avez été sacré donc le 12 février 2006 champion olympique de descente du côté de Turin, de Sestrières très précisément, pour les Jeux de Turin. En 2009, 2 ans après votre retraite sportive, vous avez décidé de vous lancer dans le monde des affaires, en tout cas dans l'entrepreneuriat, avec une marque d'accessoires de ski dans un premier temps qui s'appelle tout simplement Deneria. Qu'est-ce qui vous a poussé? L'envie, c'est l'idée que j'ai eue pour ma reconversion. En fait, j'ai arrêté ma carrière un peu du jour au lendemain suite à une grosse chute après, 3 semaines après les Jeux Olympiques. J'ai pris une grosse gamelle à Åre en Suède. Et puis pendant 1 an et demi, j'ai essayé de revenir, de me battre contre un peu. J'avais peur de la descente, quoi. C'était plus un jeu du tout. Puis 1 an et demi après, j'ai arrêté sans avoir rien prévu. Et puis j'ai eu cette idée de monter ma propre marque d'accessoires, de casques, de masques et de lunettes au début. Puis après, suivant les opportunités, les rencontres, j'ai réussi à faire des skis. Et donc depuis 2 ans, je travaille avec un monsieur qui s'appelle Alain Zanco, qui est un ancien qui a développé des skis chez Rossignol pendant 30 ans. Donc c'est quelqu'un qui a vraiment de l'or dans les mains, qui est un développeur de ski exceptionnel. Et donc on a mis nos expériences en commun pour développer les choses, quoi. C'est quelque chose que vous appréhendiez, la reconversion? Oui et non. Disons qu'elle est arrivée plus vite que prévu, donc j'ai pas eu le temps d'appréhender. En tout cas, j'ai fait ce que je déconseille de faire à tous les jeunes sportifs, c'est-à-dire d'arrêter sans rien préparer. J'ai arrêté ma carrière sans avoir préparé de reconversion. Donc au début, ça a été quand même, j'ai eu l'impression de sauter dans le vide, mais assez rapidement, j'ai eu plein d'opportunités.
mes partenaires, donc Morillon, ma station dans le Grand Massif, m'a compris pourquoi j'arrêtais, m'a fait faire d'autres choses. À l'époque, j'ai fini ma carrière chez Salomon, eux aussi m'ont fait faire des nouvelles choses. Ça m'a permis d'approcher le monde, entre guillemets, du business du ski, de pouvoir faire d'autres choses. Il y a eu la candidature d'Annecy 2018, malheureuse, mais donc tout de suite, j'ai eu plein de choses à faire. Ouais. Vous avez fait le choix donc de produire des skis haut de gamme, on peut le dire, Oui. qui ne sont pas forcément grand public. Pourquoi ce choix de skis haut de gamme? Bah, ils sont dans le grand public dans le sens où ce n'est pas des skis de compétition. Après, c'est des skis premium, donc c'est des skis assez chers, mais le choix, il est assez vite fait. Déjà, ça permet quand on fait du haut de gamme, ça permet de faire des très beaux produits. On n'est pas là on ne vend pas un prix, on n'est pas là pour chercher à gagner de l'argent, quelques centimes, quelques euros, et on veut vraiment faire le meilleur produit possible, le produit le mieux fini, avec les meilleurs matériaux. Et puis je pense qu'au niveau pour se développer, aujourd'hui, l'entrée de gamme et le milieu de marché est vraiment saturé par les grosses marques, les gros acteurs. Donc, pour avoir une chance de s'en sortir, il faut être sur plutôt le premium, quoi. Quel matériau justement vous utilisez pour ces skis? Donc l'atelier, je tiens à ça et c'est vrai que j'essaie de le mettre beaucoup en avant, c'est que l'atelier est à Albertville, en Savoie. Des skis made in Savoie. Donc c'est vraiment des skis made in Savoie, de A à Z. On reçoit les billes de bois, les rouleaux de tissu, de carbone, etc. Donc tout est fait à l'atelier, transformé à l'atelier. Et suivant les catégories de skis qu'on veut, en fait, on change les essences de bois. Donc on a sur toute la gamme, en fait, les noyaux sont en balsa, et puis ensuite on a des systèmes de longerons latéraux, en fait, qui font vraiment la conduite du ski. Et là, suivant les modèles, là sur un ski de piste par exemple, on met du noyer. Sur un all montagne qui est derrière moi, on met des longerons en bambou. On a des skis avec du frêne. Et vraiment, l'essence de bois change les côtés mécaniques du ski, et c'est ce qui est intéressant, quoi. Et il y a ce travail le fait main et le choix des matériaux. C'est quoi la philosophie de la marque Deneria? C'est la passion, je dirais, qui résume tout. C'est d'avoir la passion, les beaux produits, les beaux matériaux, le rapport humain, parce qu'on fait cet hiver, on va faire à peu près 150 paires de skis, elles sont toutes numérotées. Donc j'ai la chance de connaître tous mes clients. Je bosse avec des très beaux magasins de station, certains hôtels premium aussi, et je vais les voir souvent, je vais faire essayer le matériel, donc je rencontre les gens, je peux leur parler de ski, de mes skis, de comment on les fabrique. Et puis de temps en temps, je fais quelques pistes avec les clients. Donc c'est aussi ce rapport humain qui est intéressant. Ce n'est pas juste un produit qu'on achète entre guillemets sous cellophane, qu'on utilise une saison ou deux et qu'on balance, quoi. C'est vraiment un objet qu'on garde, qu'on peut justement aussi conserver, parce qu'en fait, il y a un entretien, il y a un réel suivi. En fait, on peut les poncer, les revernir, les refaire pour les années suivantes. Donc c'est comme quelqu'un qui achète une belle montre, une belle moto, une belle voiture, c'est un objet qu'on garde, quoi. Vous l'avez dit, 150 paires de skis qui vont sortir pour cette saison. L'objectif, c'est peut-être dans les années à venir de doubler cette production, en tout cas d'augmenter. Il faut qu'on arrive assez vite, l'année prochaine ou dans 2 ans, à 300 paires, et puis assez vite à 1000 paires. Et après, l'objectif, on n'en fera jamais 50 000, quoi. On privilégie la qualité à la quantité. Voilà, on préfère faire des beaux skis en petite quantité que l'inverse. Donc voilà, et puis privilégier le client d'abord et le beau matériel. Avec la marque Deneria, les Deneria Experience Day ou encore la Deneria Ski Academy, on peut dire que vos journées sont bien remplies. C'est vrai que en ce moment, je ne m'ennuie pas. Ouais, je suis par Mons et par Vaux, souvent sur les routes. Je vais de station en station, et puis il faut organiser en même temps. Maintenant que c'est mon entreprise, j'ai des employés, il faut gérer ça aussi. Donc c'est passionnant, mais ça prend énormément de temps. Et puis il y a des dates à ne pas rater, il y a des salons pour les prochaines collections pour l'hiver prochain. Donc il faut sans cesse développer de nouvelles choses, les promouvoir. Enfin, c'est vrai que c'est très prenant. Le monde de l'entreprise, il correspond à l'idée que vous en aviez? Oui, c'est le côté passionnant, ça c'est sûr que... Et puis il y a ce côté passionnant, il faut toujours se remettre en question, il ne faut jamais rien lâcher, parce qu'il y a des moments quand même difficiles. C'est un peu comme dans une carrière de haut niveau, on n'est jamais sûr de rien, il faut toujours se remettre en question. Et puis il y a ce côté de créer quelque chose, je crois. J'ai la chance d'avoir réussi à créer ma propre marque, entre guillemets mon bébé, et d'essayer de faire de grandir, et puis en essayant que ça perdure dans le temps. C'est ce challenge qui est aussi intéressant, quoi.
Un mot plus sportif, quand même, malgré tout. Quel regard vous portez sur les skieurs de l'équipe de France actuelle, notamment les descendeurs, où on attend un petit peu votre successeur? Bah, il y a quand même eu, il y a quand même eu Bien évidemment. quelques belles victoires, des podiums, notamment Adrien Théo, Johan Claret. Enfin, ils skient tous très bien. Ils skient bien Vous cette sentez année. que cette saison peut être, avec les championnats du monde du côté de Åre en fin de saison, ça peut être un bon cru? Oui, je pense déjà c'est une piste qui peut leur correspondre. En plus, ils ont fait déjà des belles courses dans les 10, 4, 5. Ils sont tout proches du podium. Il leur manque le Pas petite grand-chose. chose pour arriver à monter sur le podium ou à gagner. Mais bon, je pense qu'ils peuvent y arriver assez vite. L'année dernière, ils ont quand même eu une saison hyper difficile, hyper compliquée avec Le décès de David le Poisson. décès de David. Donc là, ils sont repartis dans le bon sens et ils font quand même un beau début de saison. On sent qu'ils sont là. Après, ça joue tellement à rien. Il faut aussi avoir cette petite part de chance qui fait qu'on n'est pas quatrième, on est troisième. Et puis après, on n'est pas troisième, on est premier. Donc, mais je pense que ça va arriver. On a vu Alexis Pinturo là, qui a refait un podium en slalom après, Ça fait 5 ans que c'était pas après arrivé. 5 ans. Donc le ski, ça joue au centième, au dixième. Et parfois, c'est du bon côté, parfois pas. Et il faut forcer la chance. Et à un moment, ça sourit, quoi. Merci beaucoup en tout cas, Antoine Merci à Denayer. vous. À très bientôt. Merci. Je vous invite à rejoindre la régie et on continue notre défilé d'invités avec la rubrique Initiative. Christine Martin, Marlène Monta. Bonsoir. Vous représentez toutes les deux l'antenne savoyarde de France Bénévolat. Vous êtes la présidente, Madame Martin, et vous êtes bénévole. Déjà, avant toute chose, est-ce que vous pouvez nous rappeler en quelques mots ce qu'est France Bénévolat? Alors, France Bénévolat est une association qui a pour but de promouvoir le bénévolat. Donc, Tout quand simplement. on dit ça, Comme ouais, son tout nom l'indique. simplement. France Bénévolat, c'est une association nationale qui a 250 centres au niveau de la France, à peu près dans chaque département, plus encore des antennes à l'intérieur des départements. Nous, on est France Bénévolat Savoie, nouvellement réinstallé en Savoie depuis une petite année. Après 5 ans d'interruption. Après 5 ans d'interruption, difficulté à trouver des bénévoles. C'était dû à ça justement, cette C'était dû à coupure. ça. L'association antérieure, les gens se sont désengagés et il n'y avait plus de bénévoles pour assurer la suite. Donc on est 2 bénévoles. Marlène, qu'est-ce qui vous a poussé justement, vous, à intégrer la structure? Principalement, ça a été Christine. On s'est rencontrés parce que je cherchais à faire du bénévolat. Je suis en recherche d'emploi avec un projet de création d'entreprise en parallèle. Et donc, je suis allée chez France Bénévolat pour trouver une mission, évidemment. Et Christine me disait qu'à France Bénévolat, il y avait besoin de mains, de 109, de mains qui puissent venir lui filer un coup de main, justement. Donc, voilà. Alors, j'ai vu sur la documentation que vous nous avez envoyée, orienter, accompagner, valoriser, ce sont vos 3 mots d'ordre. Oui, c'est Entre autres. les 3 actions. En fait, la première action, c'est envers les bénévoles. C'est-à-dire, je dis souvent qu'on est le pôle emploi du bénévolat. On accueille les bénévoles, on les oriente, on écoute leurs envies, on leur trouve des missions. Donc ils viennent vers nous et voilà, c'est pas très évident de trouver ce qu'on veut faire dans le bénévolat. La deuxième mission, c'est d'aider les associations à trouver des bénévoles, parce que c'est quand même une denrée rare, c'est une espèce aussi en voie de disparition. Donc on les aide à la fois à faire leurs recherches, à rédiger leurs missions, mais aussi à les garder, à valoriser le bénévolat, à s'occuper un peu mieux de leurs bénévoles. La société change, le bénévolat change, donc on aide les associations dans ce sens-là. Et la troisième mission, c'est vraiment d'avoir une interaction dans le milieu associatif, de favoriser les associations. Alors au niveau national, ils font beaucoup d'études, ils participent à beaucoup de colloques ou de choses concernant le bénévolat. Et nous, à notre niveau sur le territoire, on essaye d'organiser des événements, de promouvoir le bénévolat, de faire se rencontrer les associations et de travailler sur des thématiques qui pourraient arriver à mobiliser tout le monde. Marlène, qu'est-ce que vous avez trouvé dans le bénévolat? J'ai trouvé le moyen de continuer d'utiliser mes compétences en gestion de projet principalement, d'en développer d'autres. Et puis, la motivation principale pour faire du bénévolat, c'est un truc qu'on comprend de façon générale avec les études que mène justement le réseau national. On se rend utile quand même. Et c'est généralement ce qui fait du bien, c'est comme ça fait plaisir aussi de s'engager, de prendre part de façon nouvelle dans la société, d'affirmer sa citoyenneté quelque part. Donc voilà un petit peu tout ce que je trouve.
Qui sont vos bénévoles? Ils viennent d'où? Notamment, quelle catégorie socio-professionnelle? Alors nos bénévoles, nous, déjà dans la structure, on est 6. Et on représente bien le bénévolat en France. En fait, il y a 30% de bénévoles qui sont des actifs et qui prennent un peu de leur temps pour faire du bénévolat. 30%, c'est des gens qui sont au chômage ou en recherche ou en reconversion d'emploi, un peu comme Marlène. 20%, c'est des retraités. Il y en a de moins en moins parce qu'ils sont pris en sandwich entre les enfants, les petits-enfants, les parents qui vieillissent. Et finalement, les retraités qui avant étaient les principaux bénévoles sont de moins en moins nombreux. Et puis, on a les jeunes qui s'engagent, qui ont moins de 25 ans et qui veulent faire des missions courtes, opérationnelles, faut que ça ait tout de suite du résultat, et sur des problématiques qui leur parlent, quoi, des choses qui concernent la solidarité, la famille. Voilà. Est-ce qu'il y a justement des domaines d'activité qui demandent plus de bénévoles que d'autres? Alors, il y a bien sûr tout ce qui est le sport, qui demande beaucoup de bénévoles, mais en général, les associations sportives n'ont pas besoin de France Bénévolat parce que c'est les parents qui s'investissent pour leurs enfants, etc. Quoique ça a l'air d'être de plus en plus compliqué. Nous, on travaille beaucoup dans le social, la santé, et on essaye aussi de s'étendre dans tout ce qui est environnement, la culture, les loisirs. En fait, on peut faire du bénévolat partout, dans toute association. Marlène, si vous deviez convaincre là, les gens qui nous regardent à intégrer France Bénévolat Savoie, qu'est-ce que vous diriez? Je dirais qu'on peut y trouver, alors évidemment, de l'utilité, c'est ce dont je parlais tout à l'heure pour moi, mais finalement c'est valable aussi pour tous mes collègues. On va venir développer son réseau personnel parce qu'on rencontre des gens formidables, son réseau professionnel accessoirement, continuer de développer, de maintenir ses compétences, voire en acquérir de nouvelles. Et s'il y a des gens sur Albertville qui cherchent à intégrer notre association, on a besoin parce qu'on voudrait ouvrir une nouvelle antenne. Justement, j'allais y venir. Pour les 2 prochaines années, il y a 2 gros objectifs, c'est ouvrir une antenne à Albertville et couvrir toute la Savoie. Voilà. En tout cas, un périmètre plus large. On a commencé en 2018 par Chambéry, par le bassin chambérien. On a très vite été rattrapé par Aix-les-Bains, puisque là, on a eu une vraie demande et on est en train de développer une antenne à Aix-les-Bains. Et on voit qu'il y a des besoins parce qu'on a des associations sur Albertville, on a des demandes de bénévolat sur Albertville. Et là, on aurait besoin de s'étendre sur Albertville et de trouver d'autres bénévoles qui veulent bien rejoindre l'équipe pour s'engager sur le territoire. Merci beaucoup en tout cas. Merci beaucoup, le message est passé. Merci. Allez, bon courage pour la suite, bonne continuation. Merci. Également. Au revoir. Allez, j'accueille à nouveau Victoria pour l'appel des titres. Alors, on va parler ce soir notamment des fameux cahiers de doléances qui sont ouverts en mairie depuis quelques temps. Oui, on ira rencontrer 2 maires en Savoie et en Haute-Savoie qui ont commencé à lire les doléances de leurs habitants. Et puis une initiative éco-responsable du côté de Genève. On verra effectivement un reportage de Jean-Paul Crespi sur Vitalay, une entreprise de thé froid qui a adopté les bouteilles biodégradables. Merci Victoria, tout de suite, après la pub, on se retrouve pour le journal de rédaction. A tout de suite.